En route sur les chemins d'Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai et Jeanlin Automobile à Échirolles. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver parmi les amoureux de la montagne, parmi les frustrés des remontées qui ont su garder la tête haute et qui parient gros sur l'avenir de nos stations. Et c'est dur à admettre, mais c'est sans doute le plus bel hiver que la nature et que les athlètes nous aient offert ces dernières années, avec un enneigement d'exception et des compétitions épiques pour nous les chauvins, n'est-ce pas Laurent Davier? Bienvenue. Oui, bonjour Lucille, bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, on a Docteur... vécu un bel hiver, on est allé au bout de cet hiver qui était pas, c'était pas gagné d'avance, hein, puisque j'allais dire on était en mode Covid et les organisateurs des Coupes du Monde ont pu faire des miracles. Donc le circuit est allé au bout et on a vécu la plus belle des émotions avec le sacre d'Alexis Pinturo avec son gros globe de cristal. Voilà, et on va largement développer justement cette information. Laurent, bienvenue sur ce plateau, un rédacteur en chef de Ski Chrono. Sur ce plateau, comme si on y était, on rassure tous tes fans, tu vas bien? Oui, je suis un peu à l'isolement, hein, en mode Covid aussi, mais voilà, je vais bien et je vais sortir le 29 mars, donc voilà, j'attends cette date avec plaisir. Eh bien, c'est là, ça arrive. Allez, on va aujourd'hui tirer une révérence. Après 13 années à la tête de Rossignol, il s'apprête à céder les commandes. Leader charismatique et ô combien passionné, Bruno Cerclé est avec nous. Bienvenue. Bonjour. Merci d'être ici en présentiel. Il faut s'adapter, s'habituer à ces vocabulaires pas jolis. Vous nous direz tout, bien sûr, sur la situation du groupe et vous nous confierez le meilleur de votre expérience. Alors que oui, c'est une révérence, c'est une demi-révérence. Hein, vous allez tout nous expliquer. Très bien. Dans un petit oui, instant. tout à fait. Et pour comprendre aussi l'engagement des grands groupes pour faire rayonner nos massifs, un partenaire est là, c'est Jeanlin Automobile et son directeur des concessions pour l'Isère, Christophe Vernigaud. Bienvenue. Bonjour, merci. Un fidèle de Télé-Grenoble, merci beaucoup encore. Et puis vous nous détaillerez les démarches du groupe auprès des stations et des professionnels de la montagne dans un petit instant. Et tout de suite, on perd le sourire parce qu'on est très triste. On va le retrouver bien évidemment pour rendre hommage à ce si beau sourire qui était celui de Julie Pomagalski, emportée par une avalanche mardi. Laurent, c'est une nouvelle, on s'en remet difficilement, on ne s'en remet pas encore, on réalise pas. On a vraiment le cœur gros parce que Julie, c'était voilà, comme sur le plateau, c'était une présence solaire, c'était avant tout d'être une grande championne, c'était une grande dame toujours souriante. Championne du monde de snowboard cross en 1999 à Berchtesgaden. Elle était aussi détentrice du globe de cristal en 2004, 9 victoires en Coupe du Monde. Elle avait, j'allais dire, partagé la vie des trois grâces du snowboard avec Karine Ruby, également emportée par un accident de montagne, et avec Isabelle Blanc. Donc c'était vraiment les fers de lance de ce snowboard féminin. Elle avait été aussi entrepreneuse après sa carrière. Elle avait ouvert un magasin de sport à Méribel. Elle avait ouvert une école de ski. Voilà. Et elle est partie avec cette plaque. Malheureusement, il y a une autre victime, hein, un guide secouriste qui était CRS à Albertville, à la CRS des Alpes, Bruno Poutelli, qui est aussi également décédé. C'est très dur ce matin parce qu'on a vraiment la gueule de bois avec 40 ans et partir, ça fait mal, quoi. Nos pensées, bien évidemment, pour elle, pour sa famille et pour ses amis. On avait eu le plaisir de la recevoir sur le plateau de Télé-Grenoble avec Karine Ruby, hein, qu'on a vu sur ces images. C'était en 2008, elles étaient très amies. Elles ridaient, évidemment, ensemble. Donc, on a beaucoup d'émotions et on pense bien évidemment au monde de la montagne et à Julie et à toute sa famille. On rappelle, petite fille du fondateur du groupe. De Jean Pomagalski, le fondateur du groupe Poma. Allez Laurent, retour sur le cirque blanc. On a beaucoup de choses à se dire dans le grand angle. Avec le sourire, allez. Et bien sûr, c'est Pintus, ce héros. Oui, Pintus, ce héros, il l'a fait. Il décroche le gros globe de cristal 24 ans après Luc Alphand.
C'est un soulagement déjà pour lui et aussi pour nous parce qu'on a vraiment souffert toute la dernière semaine de ces finales à l'End the Ride. En plus, il décroche ce gros globe avec la manière. Hein, il remporte le géant, 34e victoire, sa 18e en géant. Il remporte par là aussi le globe de cristal de géant, donc c'est coup double. Donc voilà, c'est justice, même si souvent en sport il y en a parfois pas, mais là c'est justice, c'est le globe du travail, du talent. Voilà, quand je parle de travail, c'est l'éducation familiale de la famille Pinturo. On connaît bien son père, Claude Pinturo. Voilà, une éducation tournée autour de la nature, du sport, de l'exigence. Il a su aussi s'entourer en créant sa propre cellule dédiée en accord avec la Fédération française de ski. Donc, il a tout un staff autour de lui. Il le paye une partie lui-même. Donc, il investit dans sa structure. Il ne laisse aucun détail au hasard. Et enfin, il est sacré. Il rejoint, outre Luc Alphand, tous ces grands skieurs voilà, qui ont dominé le cirque blanc. C'était le meilleur skieur du monde cette saison 2020-2021. Le jour de son anniversaire, et quel anniversaire le jour de ses 30 ans? 30 ans, 30 printemps, le jour où on bascule de l'hiver au printemps. Voilà, toutes les planètes s'étaient alignées et ça fait vraiment plaisir. Ça redonne vraiment du baume au cœur à toute cette montagne qui a aussi souffert cet hiver. Voilà, de voir un Français au plus haut sommet, j'allais dire, devant les Autrichiens, devant les Américains, devant les Norvégiens. Voilà, bravo Pintu, bravo à l'équipe de France, bravo au staff, bravo à tout le monde. C'est vraiment un grand jour. Ça a été un grand jour à vivre. Et on va l'écouter d'ailleurs, Alexis Pinturo, au micro de nos confrères de la FFS TV. Oui, c'est l'accomplissement d'une carrière. Ça fait déjà de longues années que je me bats pour essayer d'aller chercher ce fameux gros globe. L'année dernière, j'ai pas forcément eu beaucoup de chance de la manière dont ça s'est terminé. Cette année, du coup, j'en ai eu un peu plus de la manière dont ça s'est terminé avec le temps. Donc comme quoi, on dit souvent que quand on n'a pas de chance, les choses reviennent derrière. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé cette année. Quand j'ai eu un peu moins de réussite, ça a quand même payé. Et quand j'ai pu concrétiser les choses, ça a très bien marché. Donc troisième français après Kili et Alphand. Et je suis bien content qu'on arrête de m'en parler de ça. Allez, bah tant pis, nous on va en parler encore de ça. Voilà. Ouais. Et puis on parlera peut-être aussi de ce fameux titre olympique qui manque encore. Oui, ça va être désormais un de ses objectifs de sa carrière, puisque le gros globe de cristal était un rêve d'enfant. Là, désormais, il faut qu'il aille pour lui chercher un titre olympique, peut-être l'année prochaine, on espère, à Pékin, en 2022. Et puis, il y aura aussi ces championnats du monde à la maison, entre Courchevel et Méribel en 2023, où là, il voudra, j'allais dire, décrocher le titre en géant qu'il n'a pas pu avoir cette année, parce que c'est sa discipline de base. Et une fois qu'il aura fait ça, franchement... je pense qu'il aura déjà une très belle carrière. Je ne veux pas comparer entre les époques, entre Kili, Alphand et Pinturo, hein, parce que le matériel a évolué, la concurrence n'est pas la même. Mais voilà, c'est un grand aujourd'hui, Pinturo. Il a encore des grandes choses à faire, il a encore plein d'ambition. Absolument. Alors après Dynastar, après Ed et désormais Salomon et maintenant Ed, donc pas de Rossignol. Voilà, je ne sais pas si on peut avoir quand même un mot de Bruno Cerclé, justement sur Pinturo. Non, mais nous, évidemment, on est ravis, je veux dire, d'avoir un Français qui gagne le gros globe de la Coupe du Monde, c'est juste super. On connaît quand même un petit peu Alexis, puisqu'on a travaillé avec lui pendant quelques années. Et c'est vraiment extra. C'est un gars qui à l'image de ce je dirais de la vision que j'ai de l'entreprise, bah lui c'est pareil. On n'abandonne jamais. J'ai un objectif, j'y vais et je monte tout ce qu'il faut tout autour de moi pour essayer d'atteindre cet objectif. Et il l'a fait cette année. Il a eu des hauts et des bas comme tout le monde. Et c'est vraiment, c'est là qu'on voit les champions extraordinaires et il en fait clairement partie. Donc on est absolument ravis. C'est ça, des hauts, des bas et des doutes hein, aussi. Du coup, finalement, c'est une happy end. Et ça fait du bien dans cette saison noire pour tout le monde dans la montagne, hein, Laurent? Oui, ça fait du bien parce que, comme je le dis, on a eu des courses de ski, on a eu des Coupes du Monde qui ont été organisées en France. Il faut dire chapeau aussi aux stations de le faire dans ces conditions. Il faut dire chapeau à la Fédération française de ski qui a maintenu le cap pour ces Coupes du Monde, qui a organisé des Coupes d'Europe, des courses aussi FIS avec le ski chrono Samsey Tour. Donc tout le monde s'est mobilisé dans un environnement très contraint. Et j'allais dire, cette récompense du gros globe de cristal, ça vient couronner tous ces efforts, tous ces investissements. Voilà, il y a eu d'autres réussites cette année. Hein. On a vu avec les championnats du monde, avec le titre d'Emilien Jacquelin, avec le double titre de Mathieu Fèvre, la championne du monde Perrine Lafont. Il y a 91 podiums en Coupe du Monde pour la France. Donc voilà, on a été de temps en temps un peu critique des fois sur le ski français en disant que chez les femmes, c'était pas ce qu'on attendait en ski alpin, que la France aurait dû envoyer une équipe au team event au championnat du monde. Mais là,
Aujourd'hui, voilà, il y a Pinturo, il y a ses résultats, la vague emporte tout et chapeau, voilà, chapeau au ski français. Bravo à Michel Vion, c'est une belle fédération française de ski. Voilà, il y a encore de beaux objectifs. L'hiver a été... Reviens vite, Laurent. On espère bien évidemment retrouver Laurent Davier dans quelques petites secondes. Ça arrive bien sûr. À tout de suite, Laurent. Laurent Davier qui parlait d'Émilien Jacquelin à l'instant. On revient chez Rossignol d'ailleurs avec Émilien qui a raté sa dernière course, sa dernière poursuite. Il a terminé à la 14e place. Il était pourtant pas mal et il a réalisé 5 fautes finalement sur le tir debout. Et ce qu'on retient, bien sûr, c'est quand même ce titre merveilleux de champion du monde de poursuite. Il confirme d'ailleurs. Il l'avait conquis l'an dernier avec ce tir complètement canon. C'est une grande satisfaction. Bruno, c'est un Rossignol. Ah mais c'est pareil. Enfin, je pense que de toute façon, une carrière de compétition ne peut être faite que d'échecs et de victoires. Je pense que sinon, ça n'aurait absolument aucun intérêt. Et quand on voit la dynamique du biathlon avec les moments de grand doute qu'on peut avoir, et puis ces fabuleuses images de victoire, c'est toujours absolument génial de les voir gagner en s'écroulant d'épuisement, je dirais, où ils vont vraiment chercher au fond d'eux-mêmes. Et je pense qu'Émilien est bien parti pour faire une carrière absolument magique. Donc c'est génial. Et pour rester aussi un ambassadeur de choc pour Rossignol, il y a une petite web-série d'ailleurs qu'on peut trouver sur YouTube. C'est beau des ambassadeurs de caractère comme ça. Oui, parce que pour nous, c'est la compétition fait partie du modèle de Rossignol. On fait de la compétition, bien sûr qu'on est content de voir les champions sur les podiums, mais on est aussi dans la logique de faire les meilleurs produits du monde. Et quand on a des champions qui gagnent avec nos produits, c'est le meilleur message vis-à-vis des consommateurs. Donc c'est très important de le faire et ensuite de le faire savoir. Très bien, merci Bruno. Laurent, qui est donc de retour parmi nous. On parlait du fameux sagézomètre. Il est pas mal, finalement. Oui. On en est à combien ? Oui, on a 91 podiums. L'année dernière, on en avait eu 110. Donc, on est sur des bonnes bases. Et donc, on va avoir l'occasion de célébrer tout ça avec le Chrono d'Or, qui est les Césars du ski français. On a lancé le vote sur skichrono.com. Allez-y, élisez les champions de l'hiver. Vous pouvez voter dans les différentes catégories. C'est jusqu'au 5 avril. Et c'est pas payant, vous risquez rien du tout à voter pour vos champions. Non, vous risquez bien évidemment. Et juste de gagner une paire de skis en collaboration avec le pool des marques. Donc voilà, il y a 4 paires de skis à gagner. Allez-y, c'est pour vous. Absolument. Et vous retrouvez aussi toutes les infos sur le Cirque Blanc et surtout sur la sensation Mathieu Fèvre dans le Ski Chrono 77, toujours en vente dans les bonnes crèmeries. D'ailleurs, Laurent, pour le Ski Chrono 78, ça sera Pinturo ou Bruno Cerclé en couve? Oh, le suspense. Le suspense. Alors ça, on verra. On a encore. Non, mais alors, on saura. D'ailleurs, tout de suite, on va parler de ce fameux chant du Rossignol. On l'a fait combien de fois à peu près ces dernières à peu près 1000. Et voilà la 1001e. Justement, expliquez-nous juste d'abord en un mot, avant bien sûr de retrouver Laurent qui a vraiment brossé un petit portrait léché de votre engagement et de votre carrière. On parle de révérence, mais d'abord on fait le point. C'est une demi-révérence ? Non, mais je pense qu'on est... moi, j'ai passé 18 ans chez Rossignol, donc ça commence à faire un petit moment. Et puis, 13 ans aux commandes. Alors, 13 ans aux commandes, et puis aux commandes aussi dans une période avant Quicksilver, je dirais, pendant 3-4 ans. Voilà, donc la question c'est de savoir qui va porter l'aventure de ce groupe dans les 10 prochaines années, et puis il faut surtout pas se dire que tout ça doit durer éternellement et puis on devient vieux parmi les jeunes, donc l'idée ça a été vraiment de voir qui pouvait assurer la relève. On a trouvé quelqu'un d'extraordinaire, dont j'ai une très grande confiance et je pense que ça va très bien se passer. Ceci dit, je garde évidemment un intérêt de cœur pour Rossignol et également financier. Donc je garde une position de président non exécutif, une position de membre du conseil d'administration, ce qui me permettra d'accompagner tout ça dans la joie et la bonne humeur. On peut le citer, Vincent Vauters ? Bien sûr.
Donc Vincent Wouters, c'est un gars qui est super, qui a une formation d'histoire, comme quoi ça mène à tout. J'ai une formation d'ingénieur aéronautique, donc c'est assez rigolo. Il a travaillé dans le e-commerce pour Amazon. Il a pratiquement monté Amazon en France. Il a travaillé pendant quelques années dans le groupe Hammer sur des fonctions de process industriel. Et puis ensuite, il a été président de Arc'teryx, donc marque très emblématique de produits textiles, de vêtements de montagne très techniques, mais qui est descendu petit à petit dans la ville. C'est exactement ce qu'on veut faire avec Rossignol. Donc je pense que, comme on dit en anglais, le fit est vraiment parfait et je pense qu'on va faire de grandes choses. Eh ben, on en est sûr. Allez, en parlant de ces grandes choses, ça a été une année extrêmement compliquée. Justement, pour vous, quelles sont les conséquences de la crise sanitaire sur Rossignol ? C'est très difficile. On a alors la crise sanitaire est essentiellement en France, puisqu'on est en France le seul pays, le grand pays de ski qui a fermé ses remontées mécaniques. On a une position en France qui est assez dominante entre guillemets. On a plus de 55% de part de marché en ski. Donc c'est un gros problème. C'est une baisse de chiffre d'affaires très conséquente cette année. Mais ce qui se passe, c'est que le gros du problème est à venir, puisque pour les fournisseurs d'équipements de sport d'hiver, la messe est dite. Il n'y aura pas de commande de base pour la saison prochaine, puisque les skis sont restés dans les magasins, sont tout neufs, et il n'y a aucune raison pour les détaillants de les changer aujourd'hui. Et même s'ils voulaient les changer, je pense que leur surface financière aujourd'hui ne leur permet pas de renouveler l'équipement comme ils le feraient habituellement. Donc c'est compliqué, donc c'est du chômage partiel, donc c'est des discussions avec l'État pour essayer de voir comment il peut nous accompagner du mieux possible. On est toujours à fond pour faire de l'industrie en France, on a besoin d'investir et c'est le moment de nous aider. Alors, puisqu'on a compris que les produits étaient justement chez les fournisseurs, est-ce que vous avez profité, entre guillemets, de ce gel des commandes, on va dire, et de la production pour investir ailleurs et autrement, et encore peut-être un peu plus dans l'innovation ? Alors nous, l'innovation, ça a toujours été notre métier de base chez Rossignol. Donc on ne s'est pas arrêté avec le Covid de faire de l'innovation. Et je dirais que c'est même un des sujets aujourd'hui de discussion. Contrairement à un restaurant ou un hôtel, on ne peut pas complètement arrêter le groupe et le redémarrer le jour où ça va mieux. Ça ne marche pas parce que la majorité des personnes aujourd'hui chez Rossignol travaillent sur les saisons à venir, est en train de développer les produits qui seront sur la neige dans 2 ans, dans 3 ans. Et donc on ne peut pas arrêter ça. Donc voilà, je veux dire, on est tout à fait focalisé là-dessus. C'est sûr qu'on est très contraint. On essaye de faire les bons choix. En termes d'investissement industriel, encore une fois, il va falloir faire des arbitrages. Mais on ne va pas s'arrêter pour autant de faire de l'innovation. Est-ce que, en fait, cette crise aussi que vous avez traversée, où tout était aussi basé sur le ski, quelle vision est-ce que vous avez justement sur l'après-crise sanitaire et peut-être l'après-tout ski ? Je crois que comme toutes les crises, il y a du bon et du moins bon. Le moins bon, c'est la situation extraordinairement difficile qu'on vit aujourd'hui, nous, tous les acteurs de la montagne. Et on va s'en sortir, on va trouver les moyens, on va essayer de faire le gros dos et de passer tout ça. Mais le point positif, c'est probablement une accélération de l'évolution de la montagne, de la vision de la montagne, de la façon d'y être. Et on voit depuis plusieurs années des pratiques comme le VTT électrique, qui est vraiment quelque chose d'absolument incroyable dans toutes les montagnes du monde aujourd'hui. Et en toute saison. Et en toute saison. Et nous, Rossignol, on est rentré dans cette catégorie de produits il y a quelques années. Ça se développe de façon très forte. Et bien sûr qu'on continue et tout ça va s'accélérer. Et ceci dit, aujourd'hui, le ski alpin porte toujours l'économie de la montagne. En ce qui nous concerne, c'est à peu près 70% de notre chiffre d'affaires. Bien sûr qu'on fait d'autres choses, des vélos, on s'est mis dans le trail running, on fait du textile, on fait beaucoup de choses à côté. Mais ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. Et espérons que tout ça nous fasse accélérer dans
dans une pratique de la montagne plus homogène toute l'année et pas seulement sur un seul sport qui est le ski alpin. Alors, ce qui est urgent, justement, et qui ne souffre d'aucun délai, c'est cette empreinte que laisse le développement des stations, bien évidemment, mais aussi tout type d'activité sur l'environnement. Et vous avez sonné l'urgence l'an dernier, c'était en janvier 2020. À l'époque où on n'était pas encore confiné, mais il n'y avait pas beaucoup de neige d'ailleurs ce jour-là, et c'était vraiment comme pour mieux réaliser de cette urgence climatique, vous avez voulu agir en créant cette marque qui s'appelle Respect, avec des objectifs vraiment chiffrés. Quel est le premier bilan un an après ? Je crois d'abord, on n'a pas attendu l'année dernière pour dire qu'il y avait une responsabilité sociale de l'entreprise par rapport à un certain nombre de sujets, que ce soit d'ailleurs le respect de la planète par rapport au développement des produits, la recherche et développement, effectivement, que ce soit le respect du terrain de jeu. Je veux dire, on a des actions aujourd'hui dans la montagne et dans l'environnement de manière générale, ou vis-à-vis des salariés. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un énorme changement par rapport à ce que j'ai pu vivre, moi, il y a quelques années. Les jeunes embauchés demandent absolument le sens. Quel est le sens de leur présence dans l'entreprise? Quel est l'objectif de l'entreprise? Et si les salariés ne comprennent pas ce sens, les jeunes, ils s'en vont. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, je dirais qu'on a bâti ce programme Respect sur la base de tout ce qu'on faisait jusqu'à présent dans les différents domaines, dans ces 4 domaines, le social, les produits, les fournisseurs, les partenaires et l'environnement, la montagne. Et on est vraiment à fond sur toutes ces actions. Donc, on a commencé à planter des arbres avec Reforest Action et Laurie Tillman en Tanzanie. Pourquoi la Tanzanie? Parce que c'est là qu'on en a le plus besoin, c'est là que les choses se font, et planter un arbre en Tanzanie, c'est aussi bien que de planter un arbre en France. Et puis, voilà, on a déroulé tous nos programmes et on communiquera, on met en place des objectifs sujet par sujet. On a à peu près une centaine de sujets identifiés. Les emballages, par exemple. Les emballages, le recyclage, effectivement la réduction des déchets dans toutes les opérations industrielles. On livre des tonnes de cartons avec nos chaussures aujourd'hui chez les détaillants. Peut-être qu'il faut faire autrement. Voilà, donc tout ça se fait pas du jour au lendemain, mais on a beaucoup de programmes et ce qu'on veut éviter, c'est trop communiquer et ne pas faire. On préfère vraiment travailler et puis voilà, prendre des rendez-vous réguliers, montrer où on en est. Mais franchement, c'est un super programme pour Rossignol. Pour une démarche vertueuse, vous l'avez dit, qui vise aussi à réduire de 30% dans un premier temps l'empreinte carbone. Oui, je pense que de toute façon, on est dans cette logique. Il faut réduire l'empreinte carbone. On est vraiment dans Alors, en ce qui nous concerne, l'empreinte carbone est en très grande majorité amenée par les produits, par nos productions. Et donc, on essaye de voir dans la conception des produits comment réduire cette empreinte, moins de transport, utiliser des produits recyclés, utiliser des matières plus amicales avec l'environnement. Donc ça prend beaucoup de temps, mais c'est très intéressant. Alors, avant de retrouver Laurent Davier, justement, qui est de retour parmi nous, vous parliez à l'instant du contexte social, des salariés aussi qui doivent comprendre le message et la démarche. Vous êtes très attentif aussi à leur bien-être en entreprise, qui fait vraiment partie aussi de cette démarche respect. Le groupe est engagé aussi dans une phase de restructuration, justement, avec la mise en place d'un plan social. Où est-ce qu'on en est ? On est pratiquement au bout de cette démarche. On est avant en fait cette histoire Covid. On a toujours été dans une logique d'optimisation de fonctionnement, de maintien de notre position de leader dans le monde en ski, et on est très attentif à coller aux évolutions. Donc la réalité, c'est que les capacités aujourd'hui de Rossignol, du groupe Rossignol, sont largement supérieures à la demande du marché, même avant Covid, pardon. Donc il faut simplement s'organiser. On avait commencé de spécialiser les usines de ski
entre notre usine espagnole et l'usine de Sallanches, on produit la très très grande majorité de nos skis alpins aujourd'hui, après avoir rapatrié des produits de Chine. Donc il s'agit simplement de poursuivre la démarche, de continuer la spécialisation. Et à Sallanches, qui est le site vraiment mythique du groupe au pied du Mont Blanc, on a bien l'intention de continuer de faire des skis là-bas, de continuer d'investir et d'en faire un centre d'excellence avec des produits très techniques, très proches de la course. Très bien, alors on a découvert votre démarche en tant que chef d'entreprise encore une fois. Laurent Davier, toujours avec nous. L'homme Bruno Cerclé, est-ce qu'on peut en savoir plus maintenant pour mieux comprendre cette démarche? En fait, quand on regarde la carrière de Bruno Cerclé, il n'était pas du tout destiné au départ à s'engager dans les sports d'hiver. Hein. Il voulait être pilote de ligne. Il n'a pas réussi de peu le concours, mais il a beaucoup voyagé en avion. C'est ce qu'il dit toujours avec humour. Après, ce que j'aimerais moi savoir avec Bruno, c'est que quand il a quitté Saint-Gobain, parce qu'il est passé comme au cadre dans les fours à céramique, comment tout le monde lui a dit qu'il était fou de quitter Saint-Gobain. Et finalement, il est allé chez Rossignol. Et je voulais savoir s'il fallait avoir un petit grain de folie pour diriger un tel monument. Je sais pas. Je pense que il faut surtout pas avoir de plan de carrière, quoi. Voilà. Moi, j'ai toujours fonctionné un petit peu au feeling, comme on dit. Le Rossignol, ça m'a paru marrant. J'ai pas été déçu. Et puis j'y suis allé. Si j'avais eu un plan de carrière, je serais surtout resté chez Saint-Gobain. J'avais une grande carrière qui m'attendait chez Saint-Gobain. Mais c'est pas grave. Donc, alors est-ce qu'il faut un peu d'originalité, il faut un peu de curiosité, et je dirais que quel que soit le produit, vous savez, quand je suis arrivé chez Rossignol, les gens de Saint-Gobain m'ont dit: ah, mais tu as de la chance, tu travailles sur des produits magnifiques, etc., etc. C'est sympa, mais franchement, moi, la réflexion a été de dire à ce moment-là, mais pas du tout. Je pense que l'aventure, elle est humaine. Je veux dire, j'ai eu des aventures incroyables dans le monde très technique des fours verriers, céramique très haute température, avec des gens d'une qualité exceptionnelle, et évidemment aussi chez Rossignol. Donc je pense que c'est ça qui m'intéresse avant tout, c'est l'aventure humaine. Mmh. C'est un chasseur de tête, d'ailleurs, qui est à l'origine de tout ça, Laurent ? Oui. Mais Bruno Cerclé est arrivé chez Rossignol. Alors, il a commencé avec une jambe cassée, c'est ça, hein, je crois. Ah oui, il y avait pas. Enfin, on pouvait difficilement faire pire. C'est-à-dire que entre ma sortie de chez Saint-Gobain et mon arrivée chez Rossignol, j'ai trouvé moyen de me casser un genou en ski. Et donc, je suis resté chez moi un mois de plus, voilà, en essayant d'apprendre un petit peu ce que c'était que ce métier de l'équipement de sport d'hiver avec Rossignol, avec tous les managers venant chez moi avec des tonnes de produits pour m'expliquer un petit peu ce qu'on faisait. Qu'est-ce que vous avez retenu de votre collaboration avec Laurent Boisvive, qui nous a quittés au printemps, mais qui était vraiment un visionnaire? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience? Oh là, plein de choses. Je dirais peut-être deux choses. La première, d'un point de vue très technique, qui est le cash. Le cash est le maître de tout du jeu. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle ne peut fonctionner qu'en protégeant son compte de résultat et en se donnant les moyens de ses ambitions. Donc ça, c'est quand je suis arrivé chez Rossignol, j'avais dit à Laurent Boisvive, venant de Saint-Gobain, donc jeune cadre dynamique d'un très grand groupe industriel, on doit faire un plan à long terme. Et il m'avait dit: oui, Bruno, vous avez tout à fait raison, mais vous savez, le long terme est une succession de court terme. Donc pour lui, c'était très important de rester très pragmatique. Ça, c'est le premier point. Et puis, de manière un peu plus personnelle, je pense que Laurent Boisvive était avant tout un grand séducteur. C'est-à-dire que pour faire ce qu'il a fait, il a fallu convaincre. Et pour convaincre, il faut séduire. Pas seulement dans les domaines commerciaux, dans tous les domaines de l'entreprise. Il faut vraiment ne rien lâcher. Et pour ne rien lâcher, il faut avoir des convictions, il faut les défendre, il faut démontrer les choses. Et ça, pour ça, c'était quelqu'un d'extraordinaire, qui pouvait être très, très dur,
mais toujours avec le sourire et avec une gentillesse incroyable. Donc ça m'a vraiment marqué. Donc donner de soi finalement aussi. Ah oui, donner beaucoup de soi, absolument. Laurent, alors il va falloir qu'on enchaîne assez vite justement. Bruno Cerclet est arrivé à la tête de Rossignol en pleine crise des subprimes. Oui, mais il a réussi quand même à j'allais dire, son pari, au bout d'une année, l'entreprise a reçu le prix du meilleur retournement de l'année, et ça, il a su convaincre les gens qui étaient en place de le suivre dans son projet. Donc c'était un sacré pari. Et puis surtout, il a emmené le groupe Rossignol sur la voie de la diversification, c'est-à-dire que Rossignol désormais c'est une marque de sport d'hiver, mais elle s'est engagée dans le textile, qui a un très fort potentiel, il va nous en parler. Et puis, il y a aussi, j'allais dire, l'aventure du trail et du cycle, qui est un peu plus compliqué, mais qui montre que le groupe veut aussi vivre 4 saisons et être dans une activité à outdoor, j'allais dire, toute l'année. Vous en êtes où de tout ça, Bruno ? Ça avance, hein. Je pense que en fait, la situation sanitaire actuelle nous renforce dans l'idée qu'il fallait le faire, quoi. Il y a le textile, on l'a décidé il y a 7 ans maintenant. On est parti de pratiquement zéro. Aujourd'hui, on a trouvé, je pense, un positionnement assez solide pour la marque. On est une marque de sport, on fait des produits techniques, on fait des produits bien designés, et petit à petit, on descend dans la rue, et ça se passe plutôt bien. Et d'ailleurs, dans cette année épouvantable, avec des boutiques fermées partout, on a une décroissance sur le textile, mais on est sur des chiffres de 20-25%. Donc c'est pas non plus catastrophique, et on voit qu'on résiste très bien, et on s'attend à un rebond très fort, j'espère, dès l'hiver prochain. Sur le vélo, le trail, on a pris le parti de faire de la croissance externe. On ne connaissait rien à ces sports et à ces produits. Donc il nous est apparu plus important de procéder par acquisition. On l'a fait avec des petites sociétés en difficulté, donc c'est jamais la façon la plus facile de procéder. C'est probablement la moins chère. Et on a dû, pendant 2-3 ans, restructurer ces activités, retrouver un positionnement pour stabiliser tout ça. On y est, on a des activités maintenant vélo et trail qui sont bénéficiaires au sein du groupe. On a énormément appris, et on va en priorité, je dirais, essayer de développer la marque Rossignol sur ces activités, et c'est en train de se faire. Allez, il faut qu'on parle des champions aussi, de tous les athlètes, ceux qui vous ont le plus marqué, ceux que vous avez accompagnés. Je vous en suggère un au hasard, comme ça. Ah, c'est Martin. Martin Fourcade. C'est Martin, numéro 1. Oui, bien sûr. Donc, je veux dire, les athlètes, c'est par dizaines chez Rossignol. Il y en a un qui m'a marqué, évidemment, c'est Alberto Tomba, qui a été l'athlète mythique de Rossignol, que j'ai connu après sa carrière, et toujours aussi populaire mondialement. Lindsey Vonn a été absolument incroyable. Elle a fait une grande partie de sa carrière sur Rossignol, et elle a dominé le circuit de la Coupe du Monde. Enfin, c'était incroyable de la voir skier. Elle était vraiment sur une autre planète. Évidemment, Martin, mais avant de parler de Martin, Jean-Baptiste Grange, qui vient de prendre sa retraite, qui a été pour moi un gars super chez Rossignol. Je l'ai connu en arrivant, en revenant en 2008 chez Rossignol, où on était dans une situation épouvantable. Et alors que ce type skiait de façon absolument admirable, aussi esthétique qu'efficace, on a beaucoup discuté ensemble, on a échangé sur la problématique de Rossignol. On a été amené à demander des efforts très importants aux athlètes pour rester sur le circuit, pour continuer d'être content de gagner des courses. Et Jean-Baptiste a été le premier à nous accompagner là-dessus. Donc j'ai énormément de respect pour Jean-Baptiste. Et puis Martin, Martin, c'est un peu là pour le coup, c'est l'icône de Rossignol. C'est quand je dis souvent, comme disait Churchill, never give up, n'abandonnez jamais, jamais, jamais. Martin, c'est juste l'image incroyable. J'ai eu l'énorme privilège d'être juste derrière lui dans la zone de tir, dans une finale de Coupe du Monde à Oslo. Et si vous vous souvenez, il avait simplement oublié de mettre des balles dans son arme. Et quand vous voyez Martin se relever, où il laisse
tout le groupe passait au premier tour avec 30 secondes de retard et sur la course tout remontait et gagnait avec 30 secondes d'avance, là vous vous dites on est quand même face à quelqu'un de extraordinaire. Donc c'est un gars qui est sportivement absolument incroyable, un athlète, probablement un des plus grands athlètes du siècle, et puis humainement c'est un gars que j'adore, donc voilà, donc ça marche très bien avec Rossignol. Eh ben merci en tout cas pour lui. Laurent, on reste bien connecté bien évidemment, mais je me tourne bien sûr vers Christophe Bernigaud, donc directeur des concessions Jeanlin pour l'Isère. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Ce parcours aussi, le parcours de Bruno Cerclé, j'imagine que ce sont deux groupes qui se connaissent bien. Oui, je pense, oui, très admiratif du parcours de Bruno, que j'ignorais sur le début, sur une entreprise en plus emblématique de l'Isère. Donc, on partage aussi quelques valeurs un peu, je crois, similaires avec Rossignol, vous en évoquiez tout à l'heure, notamment avec la bienveillance auprès de nos collaborateurs. Ça, c'est des choses importantes. Mais l'aventure humaine, je crois que c'est ce qu'on recherche tous sur nos parcours, oui. Et d'ailleurs, alors en un mot, il en faut bien plus d'ailleurs des mots pour présenter ce groupe que vous représentez, qui est un groupe aussi historique et familial. Absolument, oui, qui est né en 1966. En Savoie, voilà. Et donc Jean-Michel Lin, notre président, fils du créateur Jean Lin, voilà, a fait une belle saga suivie de ce que ses parents avaient mené et créé. Et aujourd'hui, on est 62 concessions sur l'arc alpin. On a même dépassé un peu ce stade puisqu'on est maintenant présent sur l'Ardèche et la Drôme, voilà, avec les marques Toyota. On représente 11 marques aujourd'hui. Voilà, des marques étrangères. Marques étrangères, absolument. Voilà. Marque du groupe Volkswagen, historiquement, celle de Toyota avec Lexus. Et puis, dernièrement, on étend notre champ d'action, si je puis dire, avec des marques de mobilité, comme Goupil, donc des véhicules utilitaires électriques. On en voit d'ailleurs beaucoup sur Grenoble, une marque française. Et puis dernièrement, donc Cluster, une start-up lyonnaise qui fabrique des vélos cargo électriques. Donc là aussi intéressant. Et donc vous êtes très présent, vous l'avez dit, sur nos départements, Isère bien sûr, Savoie et Haute-Savoie historiquement, avec bien évidemment des véhicules qui sont adaptés à nos sommets. Alors justement, on va tout de suite planter le décor dans les hauteurs de l'Alpe d'Huez pour découvrir comment conduire sur la glace avec, ça tombe bien, un de vos véhicules. Température négative, neige, verglas, nuit. L'hiver est bien là et pour traverser cette période sans prendre de risques au volant, encore faut-il avoir les bons réflexes. L'Alpe d'Huez propose des stages de conduite sécuritaire et de pilotage sur glace, encadrés par des moniteurs diplômés. L'objectif, faire corps avec son véhicule sur une route à faible adhérence. La particularité de cette conduite, c'est qu'en fait la vitesse est démultipliée. Donc en gros, quand on roule à 20 km/h, c'est comme sur de la neige ou sur de la glace, c'est comme si on roulait à 80 sur du bitume. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours anticiper les virages surtout, parce que c'est surtout dans les virages où on se fait piéger, et les freinages donc. C'est beaucoup plus d'anticipation et pour moins se faire piéger justement en cas de plaque de verglas ou plaque de neige. L'école de pilotage Evo Driver propose en 1h30 de revoir les bons gestes ici, sur ce nouveau circuit sinueux de 750 mètres de long, installé depuis décembre dernier en dessous de l'Altiport. Au programme, théorie et pratique. C'est très important d'avoir les bons pneus l'hiver. Il faut savoir que les pneus été ne fonctionnent plus en dessous de 7 degrés. Donc en fin de compte, dans à peu près toute la France, à un moment donné, on a des températures inférieures à 7 degrés. Donc nos pneus sont beaucoup moins performants. Et du coup, les distances de freinage sont rallongées. L'adhérence dans les virages est aussi réduite. C'est pour ça qu'il faut favoriser déjà au niveau des pneus des bons pneus hiver pour justement avoir une meilleure adhérence. Pour bien préparer son trajet l'hiver, pensez à consulter les prévisions météo. Le temps a tendance à changer rapidement, alors prudence. Mais tout ceci n'a bien sûr aucun secret pour vous, ni pour vous. J'imagine, Bruno Cerclé, vous conduisez sur la neige et la glace. Et on utilise les voitures du groupe Jeanlin, donc on est ravis. Ça tombe bien. Laurent Davier, toujours avec nous ?
Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe Jeanlin, avec sa marque emblématique Audi, est très proche du monde du ski. Ils sont partenaires, Audi est partenaire premium de la Fédération internationale de ski. Audi est aussi partenaire de la Fédération française de ski. Les entraîneurs, le staff roulent tout l'hiver dans ces voitures. Et même les champions du monde ou vainqueurs de Gros Globe auront la chance encore cette année de bénéficier pour 2 ans d'un prêt d'un véhicule Audi. Donc voilà, je sais que Jean-Michel Lin est très proche du milieu du ski et il le prouve en accompagnant aussi cette fédération. Voilà, quand on est champion du monde, on peut rouler en Audi, il faut en prendre soin. Oui. Pendant 1 an, c'est ça ? Pendant 1 an, c'est ça. Oui, je crois que c'est des contrats qui sont renouvelables, mais voilà. Exactement. L'importance du marché de montagne pour Audi, Christophe Bernigaud, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente un terrain de jeu incroyable. Quoi de plus normal que de mettre en pratique la technologie Quattro, qui est une marque au sein d'Audi, qui équipe nos véhicules en 4 roues motrices. Donc, c'est indispensable pour nous de pouvoir le démontrer à nos clients ou nos prospects. Et voilà, et sur les conditions difficiles que peuvent présenter les routes enneigées, ça a tout son sens. Vous êtes, alors là, on était à l'Alpe d'Huez tout à l'heure. C'est une station. Vous êtes partenaire de l'Alpe d'Huez. Oui. Et de l'école de ski français. Entre autres, effectivement, notamment. J'y arriverai. L'ESF, oui. Il y a un problème de fesses avec cette histoire. L'ESF, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, l'ESF, notamment, on a plusieurs partenaires à l'Alpe d'Huez. L'ESF en était un des premiers, effectivement. Aujourd'hui, nous sommes partenaires avec la SATA sur les trois stations, l'Alpe, les 2 Alpes et la Grave, mais aussi le circuit depuis 6 ans. Et puis voilà. Circuit de conduite sur neige qu'on vient de voir. Pourquoi ce partenariat ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Alors ça représente, au-delà du périmètre, ça fait partie de nos territoires commerciaux qui nous sont donnés par nos constructeurs. Donc on suit aussi nos clients. Quand ils vont skier, il faut être présent avec eux pour montrer nos produits. Donc on est vraiment des acteurs locaux commercialement parlant. Et puis aussi parce que les stations, d'une façon générale, ont toujours été des vitrines un peu emblématiques d'innovation, de modernité. Et quoi de plus normal de présenter nos nouveautés sur place. Donc il faut qu'on soit présent, c'est indispensable. Et vous organisez des événements également ? Absolument. Alors, les partenaires que nous avons, que ce soit les offices de tourisme comme à La Plagne ou la SATA sur les 3 stations, ont des agendas bien remplis commercialement et on s'associe avec eux sur tous les événements. Notamment la Coupe du Monde de ski cross à Megève. Aussi, absolument. Oui. Parce qu'il y a plusieurs stations dont vous êtes partenaire, j'imagine. Et puis c'est de façon historique, ça aussi. C'est un lien très fort entre le groupe et les stations. Oui. Lesquelles, à peu près ? Les stations principales, on a beaucoup parlé de l'Alpe d'Huez, il y a Megève. Alors, La Plagne, effectivement, Villard-de-Lans, Champs-Rousses, pour ne parler que de l'Isère, et puis l'Alpe d'Huez. Oui, tout à fait. En tant que, bien sûr, acteur local, ça c'était important aussi pour vous, de vous positionner là-dessus. Un mot à ajouter peut-être, Laurent Davier ? On arrive au terme de cette émission. Non, écoutez, très heureux d'avoir bouclé cette saison d'hiver avec Bruno Cerclé, qui est un personnage avec qui j'ai travaillé depuis très longtemps. Ça s'est toujours bien passé. On a toujours été dans la franchise et la confiance, parce que le groupe a eu des très grands moments et parfois des moments un peu plus délicats comme tous les grands groupes, et il a toujours joué le jeu de la transparence et je voulais l'en remercier, et je sais que il a confié désormais le groupe entre de bonnes mains, donc on va suivre ça avec attention. Merci Laurent, plaisir partagé. Décidément Laurent, entre la retraite de JB Grange, celle de Bruno Cerclé, on a le cœur gros, hein Laurent ? Ça fait mal. Oui, on vieillit, on prend tous une année et ça fait des pages qui se tournent, et après en avoir écrit quelques-unes, on les tourne. Mais on sait que c'est des gens qu'on recroisera avec plaisir dans les aires d'arrivée du Cirque Blanc. C'est ça. Et puis surtout, on se construit avec cela pour regarder l'avenir. Parce que les jeunes arrivent, bien évidemment, et heureusement. Allez, merci beaucoup Christophe Bernigaud. Un grand bonjour aussi à vos dirigeants et à tout votre groupe. Merci beaucoup. Merci. Et puis on se retrouve bientôt. D'accord, Bruno Cerclé ? Merci. Merci encore à vous d'avoir été là et merci encore à vous tous de votre fidélité. À très vite. Le groupe SAMC et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne.
au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. C'était Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai et Jeanlin Automobile à Échirolles.